Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, le Moyen-Âge suite, aspect général de la chrétienté du XIe au XIVe siècle suite. Chapitre 3. La justice d'Église. 1. Les officialités et leurs compétences. L'évêque et l'abbé peuvent avoir des droits judiciaires comme possesseurs de fief, mais l'expression justice d'Église s'entend de la juridiction spéciale exercée en dépendance non du droit civil mais du droit canonique. Au début, l'évêque exerça lui-même sa juridiction. Il se fit aider ensuite par l'archidiacre, puis à la fin du XIIe siècle apparaissent les délégués spéciaux appelés officiaux, personnages toujours résiliables et dont les pouvoirs cessaient à la disparition de l'évêque. On constate l'institution à Reims sous les archevêques Henri et Guillaume, 1162 à 1202. De là, elle se répand rapidement dans le nord et le nord-ouest de la France. Il faut distinguer deux catégories d'officiaux. Les principales, résidant au siège épiscopal et ayant juridiction sur tout le diocèse et pour toutes les causes. Les forains ne prononçant d'arrêt que dans une circonscription limitée, avec appel facultatif à l'évêque. Parfois nommé allocatus ou iudex episcopi, l'official est le plus souvent un chanoine et devient vite un personnage important, entouré de nombreux auxiliaires, assesseurs, procureurs, avocats, notaires, etc. Pour instruire une cause, il a le droit de lancer un monitoire qui, lu au prône, enjoint à chacun de dire ce qu'il sait ou chante tel crime. La compétence des officialités épiscopales était très étendue. Il faut distinguer la compétence pour cause personnelle, rationnée personnée, et pour cause réelle, rationnée matériée. Les clercs relevaient des officialités en vertu du privilège de clergie, d'où divers avantages. Ainsi, les biens meubles du clerc étaient-ils réputés insaisissables en vertu du principe juridique mobilia sequantur personam. L'Église veillait au maintien du privilège. Un clerc pris en flagrant délit de crime pouvait être arrêté par la justice ordinaire, mais elle devait le remettre sans tarder à la justice ecclésiastique. Et le Concile d'Avignon en 1279 excommunie tout officier civil qui y aura contrevenu. L'Église abandonne pourtant le clerc qui s'est rendu indigne, soit en se mariant, soit en pratiquant l'usure, autrement dit le prêt à intérêt. En effet, nombre de louches marchands portaient la couronne de clerc pour échapper aux poursuites. Les croisés, les veuves et les orphelins, les écoliers des universités sont encore justiciables des officialités. De même les laïcs privilégiés qui ont convenu de se soumettre sur tel point à la juridiction de l'Église. Rationnée matériée, l'Église étendait sa compétence. 1. Aux causes spirituelles relatives au sacrement, aux vœux, à la discipline. Les procès qui se rattachent au mariage étaient très nombreux. Fiançailles, séparation de corps, adultère, légitimité des enfants et surtout régime des biens matrimoniaux. 2. Non seulement les procès relatifs aux biens d'église relevaient des officialités, bénéfices, aumônes, dîmes, mais encore les questions de testament où le plus souvent étaient insérés des legs pieux. 3. Aux criminels relèvent de l'officialité les crimes contre la religion, sacrilège, blasphème, sorcellerie, simonie. Les crimes commis dans les lieux saints, la violation de certaines prohibitions faites par l'Église ou d'institutions promues par elle, par exemple la paix et la trêve de Dieu. On peut rattacher à la connaissance des crimes commis dans un lieu saint le droit d'asile, d'après lequel tout coupable qui se réfugie dans une église ou un monastère ne peut être arrêté. Ce droit reçut une première extension lorsqu'on scella aux murs extérieurs des anneaux de salut qui suffisaient de saisir pour être préservés. On élargit ensuite l'asile à un espace de 30 à 60 pas, puis aux villages et aux villes placés sous la protection de la crosse.
La limite se marquait au moyen de croix, origine de nos calvaires. Les causes d'église étaient donc très nombreuses, d'autant plus que d'après la coutume on pouvait toujours citer devant l'official celui qui avait promis sous serment. Or le serment était à la base de la foi féodale. Sur ce point, et sur plusieurs autres, la démarcation entre juridiction ecclésiastique et juridiction laïque était donc incertaine. D'ailleurs, moins partiale et moins vénale, la justice d'Église est souvent préférée. Aussi, à partir du XIIe siècle, les princes se plaignent souvent de sa compétence trop étendue. On retrouve ces griefs dans la lutte d'Henri II et de Thomas Becket, et moins spécialement dans celle du sacerdoce et de l'Empire. Au XIIIe siècle, on voit les barons français se coaliser contre les officialités. En 1204, ils se plaignent à Philippe Auguste qui ordonne aux officialités de ne point s'occuper des procès relatifs aux fiefs et aux censives. En 1225, sous la direction de Pierre de Dreux, dit Mauclerc, éclate une conjuration des barons de l'Ouest qui veulent enlever aux églises la connaissance des questions relatives aux dîmes, au testament, à l'usure et aux conventions par serment. D'où bulles de condamnation d'Honorius III et de Grégoire IX, contre lesquelles protesta l'Assemblée de Saint-Denis de 1235. En 1245 se forma une nouvelle ligue française de connivence avec Frédéric II. Mais Innocent IV excommunia les barons confédérés, ainsi que tous ceux qui entraveraient la justice d'Église dans les matières de sa compétence. La sagesse de Saint Louis apaisa les conflits toujours renaissants. 2. Le droit canonique. Le droit appliqué par les cours d'Église était le droit canonique dont les deux sources principales furent les canons des conciles et les décrétales des papes bientôt codifiés. Dès la fin du Ve siècle apparut la collection de Denis le Petit, au 7e siècle la Collectio Hispana, attribuée à Isidore de Séville. À la fin du 8e siècle, le Codex Adrianus, envoyé par le pape Adrien à Charlemagne. Au 9e siècle, le pseudo-Isidore. Au 10e siècle, la collection de Regino de Prume. Au 11e siècle, le Decretum de Burchard de Worms et la Panormia d'Yves de Chartres. Mais ces recueils répandus partout avaient un double tort. La critique externe révélait que toutes les pièces n'étaient point authentiques. La critique interne qu'il existait des contradictions entre l'ancien et le nouveau droit canonique. Un professeur de Bologne, le moine Camaldule Gratien, résolut d'y remédier en composant une Concordantia Discordantium Canonum, c'est-à-dire une concorde des canons discordants. Comme ces mots l'indiquent, ce n'est pas une simple classification des textes, mais un essai de conciliation d'antinomie juridique. L'auteur reproduit d'abord sur la question les canons qui concordent entre eux, puis ceux qui paraissent y contredire. Il apporte ensuite les textes qui ouvrent la voie à une conciliation et il propose une solution. Tel qu'il était, enrichi d'apocryphes et sans authentification officielle, cet ouvrage, surnommé le Décret, rendit de grands services. Reçu dans les tribunaux, cité dans les documents législatifs de l'Église, il devint le texte classique dans les facultés de droit, qu'on appela bientôt faculté de décret. Cependant, il fallait enregistrer de nouveaux canons et de nouvelles décrétales, d'où entre 1190 et 1226 l'apparition de 5 collections qui, se faisant suite, comprennent la série des décrétales d'Alexandre III à Honorius III, 1159 à 1226. Elles sont toutes composées d'après un même plan inventé par Bernard de Pavie en 1190. Iudex Judicium Clerus Conubia Crimen. Mais l'unité manquait encore à l'œuvre canonique.
Grégoire IX chargea d'y pourvoir le dominicain Raymond de Peñafort, ancien professeur à Bologne. Il laissa intact le décret de Gratien, mais amalgama les Quinque Compilationes ainsi que 200 décrétales nouvelles, en les rangeant par ordre de matière et par ordre chronologique, suivant le plan de Bernard de Pavie. Il donna à son travail le titre restreint de Decretales Gregorii Noni, qui plus tard formera la seconde partie du Corpus Juris Canonici. Le pape donnera l'ordre de s'en servir aux universités de Bologne et de Paris. D'ailleurs, on interdisait aux étudiants ecclésiastiques l'étude des pandectes. C'est qu'en effet, le droit chrétien s'opposait sur des points capitaux au droit ancien. Tandis que la législation romaine admettait l'axiome absolutiste quid principi placuit legis habet vigorem, les principes chrétiens proclamaient avec saint Thomas que le peuple n'est pas fait pour le prince, mais le prince pour le peuple. Tandis que les lois de la cité antique donnaient au père un droit despotique sur l'épouse et sur l'enfant, le droit pontifical voyait dans le mariage un contrat bilatéral et protégeait la dignité de la femme par des institutions telles que le douaire et la communauté des biens. Enfin, l'influence du droit canonique tendit à supprimer le duel en le remplaçant par une procédure légale qui comporterait le défenseur et l'instruction. Ainsi, le droit chrétien attestait-il des aspirations morales supérieures. 3. La chancellerie pontificale. Les affaires de la chrétienté affluaient à la chancellerie pontificale que dirigeait un chancelier, un vice-chancelier et divers notaires. Elle se divisait en 4 bureaux, celui des minutes où l'on rédigeait l'abrégé, la minute où si l'on veut le brouillon des actes pontificaux, celui des grosses où l'on confectionnait les exemplaires destinés aux intéressés, celui de la bulle où les actes étaient revêtus du sceau ou de la bulle du pape, pièce de plomb aplatie portant d'un côté le nom du pontife, de l'autre l'effigie des saints Pierre et Paul. Celui du registre enfin, où l'on conservait la copie des exemplaires envoyés. Ainsi, des précautions minutieuses étaient-elles prises en vue de la conservation des actes pontificaux. Non moindres étaient celles qui préservaient leur authenticité contre les faussaires. Les formules compliquées et diverses qui servaient à la rédaction des actes, la manière de les dater, de suspendre la bulle, etc., étaient soumises à des règles précises qui serviront de modèle à la plupart des chancelleries européennes. Aucun État, sauf l'Angleterre, n'a possédé des archives aussi bien tenues.